Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth, et aujourd'hui on est en compagnie de Hélène, consultante en marketing et communication, notamment pour les solopreneurs, pour qu'ils soient plus sereins sur leur business. On va parler notamment de communication, de singularité sur LinkedIn, comment montrer sa singularité sur LinkedIn. Tout d'abord, Hélène, comment vas-tu? Je vais très bien, Alexis. Je te remercie de m'avoir invité sur ton podcast. Ça va très très bien. Avec grand plaisir, je vois que tu as un énorme sourire, donc ça fait trop plaisir. Est-ce que tu peux te présenter? Parce que du coup, j'ai dit quelques phrases, mais est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Je suis donc consultante en stratégie, marketing et communication, j'ai dirigé un service, un communication marketing pendant plus de 18 ans, et depuis à peu près 3 ans, je me suis, lancée dans l'aventure entrepreneuriale. Et aujourd'hui, j'accompagne, des solopreneurs, à avoir un business un peu plus, structuré, en utilisant les leviers du marketing à bon escient. Trop bien, super clair. En vrai, tu as bien fait. Et déjà, félicitations de te lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est pas toujours facile. Donc, chapeau pour ça. Bravo, bravo à toi. L'idée, Merci c'est de beaucoup. parler avec grand plaisir. L'idée, c'est de parler du coup de singularité. Pourquoi? En vrai, c'est un sujet, moi, tu vois, qui m'attire beaucoup là et auquel je m'identifie pas mal en ce moment. C'est de se dire, LinkedIn, c'est une plateforme qui est super intéressante pour communiquer, pour partager plein de choses, pour aller trouver des clients aussi, évidemment. Par contre, on peut un peu se perdre. De temps en temps, on va créer du contenu pour créer du contenu juste pour avoir des clients. Peut-être que moi, je sens que, tu vois, en ce moment, là, je suis en plein dedans et je peux le dire haut et fort, je suis en plein dedans. Je commence à perdre un peu le petit goût de créer, tu vois, des posts LinkedIn. Je perds un petit peu mon âme de créateur. Et là, je suis en train de faire justement cet effort où j'ai un coach là, qui m'accompagne pour retravailler tout ça. Donc, je pense que c'est super important de se reposer sur notamment sa singularité, son personal branding et ce qu'on va mettre en avant. Donc, c'est un peu l'objectif de notre épisode aussi aujourd'hui. Selon toi, quelles sont un peu les étapes, en tout cas la première étape pour montrer sa singularité sur LinkedIn? Alors sur LinkedIn, déjà la 1re chose, c'est de se poser la question de savoir pourquoi on veut y aller. On n'y va pas parce que c'est un outil à la mode, il faut vraiment se sentir à l'aise. Puisque tu disais aussi, être tout à fait à l'aise, que des fois, ben, on peut avoir un peu de fatigue, faire des pauses, y revenir, et cetera, et cetera. LinkedIn aujourd'hui, c'est un fabuleux potentiel business. La plateforme, elle a évolué, mais de manière, exponentielle, hein, parce que, souviens-toi, il y a, pas si longtemps que ça, c'était encore une bourse à l'emploi. On y venait pour ça, et puis, depuis, quelques années maintenant, c'est vraiment, devenu, un marché où on peut aller, le royaume un peu, moi j'ai tendance à dire, c'est le royaume des entrepreneurs, hein, c'est devenu une plateforme où on peut aller chercher, du business, et pour ça effectivement pouvoir se démarquer, et montrer sa singularité, c'est important. Alors, tu me diras: «Oui, très bien, mais comment? Comment montrer sa singularité?» C'est un peu le sens de ta question. Bah, Exactement. tous La première étape, c'est déjà de bien se connaître, quoi. Il faut savoir qui on est. Connaître ses goûts, savoir ce qu'on a envie d'y montrer, fixer ses limites. Souvent on dit: «Ouais, faut que tu parles de toi, faut que tu parles de toi». D'accord, mais c'est toi qui fixes la limite. Tu pas obligé de montrer toute ta famille, ce que tu montres au petit déjeuner. C'est toi qui fixes la limite de ce que tu veux montrer de toi, de ta personnalité, tes valeurs, et cetera, et cetera. Et pour ça, ce qui est, important, c'est de pouvoir te dire aussi, «Bon, c'est bien, je me connais bien, je sais mettre en avant mes qualités, mes valeurs. Qu'est-ce que ça va apporter à mon client idéal?»
Si je suis épris de liberté, OK, c'est bien, on est tous heureux pour toi. Mais au final, être épris de liberté, qu'est-ce que ça va apporter à mon persona? Qu'est-ce que ça va apporter à mon client dans mes accompagnements, tu vois? Ben, après derrière tu donnes des exemples, comme je suis pris de liberté, ça m'a permis dans mon accompagnement, de prévoir une grande marge de manœuvre, de personnalisation pour que chacun s'y retrouve, par exemple. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est, de bien se connaître et de matcher avec les attentes et ce que ça peut apporter en termes de bénéfices à ton client idéal. À ton audience. Après OK, super clair. à ton Heu, pour creuser juste un peu sur, la partie, se connaître soi, tu en as parlé un petit peu, tu as dit, par exemple les valeurs, tu vois? Ce qu'on n'aime pas. Quels sont selon toi les critères indispensables, tu vois? Ou les choses qui sont importantes à définir sur soi pour se connaître, bien? Alors, c'est de savoir en fait déjà, ce qui nous motive, ce qu'on a envie de faire dans la vie, ses ambitions. Moi, par exemple, dans mes accompagnements, je propose un outil qui s'appelle la roue de la vie. Je ne sais pas si tu le connais? J'aime Non, je connais beaucoup pas, cette super intéressant. Ah écoute, je te l'enverrai. Et si tu veux, on le mettra dans les ressources de l'épisode. C'est, un outil qui te permet en fait, à l'instant T, de décider, où tu en es en fait par rapport à plusieurs, domaines comme, tes relations sociales, ta vie amoureuse, l'argent, l'engagement, ta spiritualité. Alors spiritualité, c'est pas forcément religieux, mais ça peut être, aussi, par rapport à ton intellect, et tes ambitions. Et du coup, tu regardes en fait ce qui est prioritaire pour toi aujourd'hui. Et à côté de ça, tu as un tableau où, tu reprends en fait ces grands domaines et tu te projettes. Tu te dis: «Je suis à 1 an». J'écris au présent et je parle de la situation d'avant et je me projette vraiment dans, où j'en suis, là aujourd'hui, à 1 an. J'étais célibataire, j'ai rencontré, l'amour de ma vie, je suis enfin en couple, je suis, épanoui, je suis heureux et cet exercice-là, il est vraiment génial parce que ça permet de remettre un peu l'église au milieu du village. Moi, j'ai plein de clients, que j'accompagne qui vont te dire au début, «Ouais, moi, je vais tout donner, je veux faire du business, machin» et quand ils font l'exercice de la roue de la vie, après ils reviennent me voir et ils me disent: «Non, mais finalement, je me suis rendu compte que, ma vie sociale, elle me manquait, que j'en avais vraiment besoin», et du coup, bah, ça permet de, revoir un petit peu, comment ils vont y mettre leur énergie, en fait, au niveau de leur business, comment ils vont, quelle partie vont dédier, à leur vie sociale et quelle partie vont dédier, à leur business, par exemple. Donc ça, c'est super important, tu vois? C'est pas que de se connaître soi-même et de connaître ses valeurs et de les identifier. C'est vraiment aussi, de pouvoir, avoir, ce côté, c'est quoi mes aspirations de vie, en fait? C'est quoi la vie que j'ai envie d'avoir dans 1 an? C'est quoi la vie que j'ai envie d'avoir dans 5 ans? Quel business aussi je veux avoir dans 1 an, dans 5 ans? Et ça permet aussi de, bien relativiser et la chose qui est primordiale, c'est que, ça te permet de te recentrer sur tes objectifs et en te recentrant sur tes objectifs, ça te permet d'être beaucoup plus focus et de beaucoup moins t'éparpiller et quand tu t'éparpilles moins, du coup, tu t'épuises moins, tu te démotives moins aussi. Donc ça, c'est très important. Voilà, ce que je place moi dans bien se connaître, en fait. Bien se connaître, c'est à la fois, qui tu es en termes de personnalité, mais aussi quelles sont tes aspirations de vie. Super clair. En vrai, c'est génial, et je vois très bien l'exercice, c'est trop, trop cool. Une fois que tu as terminé ça justement, tes aspirations, qui tu es, vers où tu vas, comment tu arrives à aligner ça vis-à-vis de ton client justement et que tu arrives à bien le communiquer? Parce qu'effectivement tu disais, voilà, être libre et cetera, c'est une bonne chose. Par contre, en quoi ça va servir ton client? Hem, Tu fais quoi? Tu fais un exercice sur, le mapping de ton client? Est-ce que tu arrives à lier les 2? Comment tu détermines ça? Complètement, complètement. La deuxième base, en fait, la deuxième chose, c'est vraiment de définir tes bases marketing. Donc tes bases marketing, pour moi, ça passe vraiment par la connaissance de ton client. Alors connaissance de ton client, idéal, c'est pas, il s'appelle, Pierre, il a 40 ans, il est marié, il a 2 gamins. Ça, à la limite,
C'est secondaire. Ton client idéal, c'est vraiment, quel est son point de douleur, en fait. Parce que, si tu travailles plutôt sur ton, persona par rapport à sa douleur, son point de douleur, bah, dedans, tu vas retrouver des hommes, des femmes, de 30 ans, de 50 ans et cetera et cetera. Tu vois? Tu vas retrouver, c'est pas forcément par rapport au genre ou à l'âge, mais plutôt par rapport, à la préoccupation, préoccupation du moment. Une fois que tu as vraiment travaillé cette base-là, en fait, c'est la colonne vertébrale de ton business, tout le reste va en découler. C'est-à-dire que tu vas, pouvoir, établir ton offre, en fait, qui va être en adéquation avec les attentes, les problèmes que tu résous de ton persona et derrière tu vas pouvoir aussi avoir toute ta stratégie de contenu. Parce que du coup, tu as, bah, tes prises de parole, tes thématiques, tes sujets de prise de parole. Tu sais que, tu résous ce problème-là, tu sais que ton persona, il se trouve dans cette douleur-là, tu sais qu'il aimerait aller vers là, tu sais ce qu'il a été, testé comme fausse solution et cetera. Bah, tout ça en fait, c'est ton contenu, c'est ta stratégie de contenu et de la même manière que pour la première étape, une fois que tu as défini tout ça, en fait, ça te permet d'être focus sur tes thématiques. Tu plus à t'éparpiller, tu pas là à te demander le matin, «Oh zut, faut que je poste, qu'est-ce que je vais poster? J'ai pas d'idée». Ça te permet aussi de planifier, de t'organiser en amont et puis, justement de l'anticipation, de l'organisation, c'est de la charge mentale en moins aussi et ça te permet, aussi d'être un peu plus serein. Ah, je vois très bien. Est-ce que tu as peut-être un exemple, soit que toi tu as vécu toi-même sur ton positionnement sur LinkedIn ou peut-être de clients, de personnes que tu as accompagnées, justement de singularités que tu as réussi à déterminer ou que tu as vu éclore et également, d'alignement vis-à-vis d'un client, tu vois, pour qu'on puisse se projeter? Ah mais complètement. Alors, moi j'ai changé 15 fois de positionnement, mais parce que je fais beaucoup de test and learn et que, j'ajuste à chaque fois. Mais là, je vais parler d'une des clientes que j'ai, en ce moment. Le fait de retravailler justement sur son positionnement comme ça, tu vois, ça lui a permis, alors elle est énergéticienne et elle vendait des soins, tu vois? Et elle était D'accord, vraiment, c'est ça, c'est qu'elle vendait aux soins. Mais avant de passer aux soins, elle passait quand même, 1 heure au téléphone avec les personnes pour essayer de, vraiment, cibler leur point de douleur, de savoir où il était le nœud de leur stress, de leur douleur et cetera, avant de faire le soin et après le soin, elle leur proposait, elle les rappelait pour savoir comment ça s'était passé, dans quel état ils se situaient et cetera. Et donc, on a retravaillé tout ça avec ses personas, avec son offre et tout. Puis au final, on en est arrivé quand même à se dire que, en fait, elle vendait pas des soins, elle vendait des accompagnements. Et que par rapport à la douleur que certains pouvaient avoir, au plus elle était, importante en fait, au plus, bah, fallait peut-être prévoir 2, 3 séances. Et ça lui a permis de voir vraiment sa valeur et de voir vraiment, comment, elle pouvait, aider et apporter les gens. Elle se sentait quand même assez, illégitime, tu vois? Avec ce petit syndrome de l'imposteur qu'on a tous connu à un moment donné et là, la semaine dernière, quand on a eu notre séance, elle m'a appelée en me disant, «Je suis trop contente parce que, j'ai eu une personne, un prospect au téléphone. Il m'a parlé de son cas et du coup, et ben, je me sentais complètement légitime, pour lui dire, «Là, il faudra compter, 3 séances, ça fera, 300 €», alors qu'avant elle vendait des soins à 90 €, tu vois? Ça fera, 300 €. Elle a dit: «J'ai pas eu peur d'annoncer le prix parce que, derrière, je savais comment le justifier, en fait. Je savais, que c'était vraiment, la solution qu'il lui fallait pour résoudre son problème». Voilà, tu vois ce que ça permet de faire, en fait. Tu es beaucoup plus confiant, tu connais la valeur et tu sais que tu peux aider. Moi, j'ai toujours cette comparaison de dire, en fait, on est comme des médecins. On écoute les personnes, nous, dire, leur, diagnostic, en fait, leurs symptômes. «Ah, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là». On les écoute, après on dit: «Écoute, d'après ce que tu me dis», on pose le diagnostic,
Je pense que, tu as ci, tu as ça et après on passe à la médication, au traitement. Ah ben, pour, ton diagnostic, pour, solutionner ton problème ou pour, te soigner, ben, il faudrait en passer par ci ou par là et je trouve que quand tu te positionnes comme ça, tu changes vraiment d'état d'esprit. Tu sais, tu es plus dans la vente, j'aime pas vendre, «Ah, je vais déranger les gens», non, tu leur rends service, tu vois? Tu les accompagnes, tu leur rends service, tu les soulages et tu leur permets de se débloquer ou de passer à une étape supérieure et ça, j'adore moi. Ouais, je vois très bien, ouais, ils viennent te voir parce qu'ils ont ils ont une problématique à ils ont pas la solution et tu es là pour vraiment les conseiller, les aider. Hem, Super clair. Une fois que tu as trouvé justement ta zone de génie, ta singularité, les enjeux, tu vois, de ton persona, de ton client et que tu as bien adapté le discours, je trouve il y a quelque chose qui est encore, un peu compliqué à faire et je sais pas ce que tu en penses et si tu le vois beaucoup. Tu vois, le côté de d'affirmation sur LinkedIn. Sur LinkedIn, on va, vouloir, communiquer et poster. Par contre, de temps en temps, on a comme tu disais, on peut avoir un syndrome de l'imposteur et on se dit: «Bah, je suis pas du tout expert sur ce domaine-là, je peux pas communiquer dessus». Ou, on va vouloir être clivant et du coup aller à l'inverse et en fait, c'est pas forcément ce qui nous ressemble, tu vois? Sur, l'identification que tu as fait toi au début, en fait, c'est peut-être désaligné avec tes valeurs. Comment tu vois justement cette affirmation sur LinkedIn qui doit être présente, mais comment tu l'amènes? Oui, c'est très compliqué parce que, bah, on est de plus en plus nombreux sur, LinkedIn, faut pas se leurrer, hein. Donc, il suffit pas de faire un post, en, copiant une formule, AIDA, ou tu vois, un modèle, de copywriting pour que forcément, ton post, il parte viral. Enfin, ça peut arriver, hein, mais, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc aujourd'hui, la singularité, il faut pas avoir peur, d'affirmer, en fait, qui on est. Au début, on a ce petit syndrome de l'imposteur, on se sent pas légitime parce que, ben, on débute. Donc, quand on poste, on se dit: «Oh là là, mais personne va liker, c'est trop nul, je vais rien apporter, blabla». Mais il faut pas avoir peur. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a tous commencé par ça et puis c'est en faisant qu'on va apprendre. Donc déjà, voilà, ne pas avoir de frein à ce niveau-là et de reconnaître que, on est novice et qu'on commence. Donc, être un peu bienveillant avec soi-même et être un peu tolérant et reconnaissant, envers soi. Et puis après, il y a quand même des leviers qui peuvent t'aider, sur LinkedIn aujourd'hui. C'est vrai que la preuve sociale, elle compte énormément. Donc, tu peux avoir cette preuve sociale soit par des avis, clients, si, où tu aides des personnes, mais après on regarde aussi et on achète beaucoup par, le avec en fait, ta personnalité et qui tu es. Il y a, aujourd'hui, quel que soit le secteur d'activité dans lequel tu es, forcément il va y avoir pléthore d'offres. Donc, c'est pas les meilleures offres en fait qui sont les plus achetées. C'est un système qui est quand même assez, injuste, mais c'est la personnalité, de l'accompagnant en fait, de la personnalité qui va faire que les gens vont acheter cette offre-là. Tu vois, si tu as le choix entre 3 offres, tu vas plutôt choisir, telle ou telle personne parce que tu es plus en affinité avec ça. Donc faut pas hésiter, faut arrêter d'être lisse en fait, d'être policé et d'être lisse. Soyez vous-même, affirmez vos positions. Affirmer vos positions, ça ne veut pas dire être clivant. Être clivant, c'est autre chose. Être clivant, c'est chercher l'opposition. Affirmer les choses, c'est vraiment d'affirmer sa personnalité sans forcément, chercher, à s'opposer, à d'autres personnes ou à d'autres idées, quoi. Tu vois? C'est pas, juste, binaire et puis après, il y a un autre champ aussi que moi j'ai vu, en tout cas que j'observe sur la plateforme, c'est que, la plateforme, elle a beaucoup évolué, mais elle a évolué parce qu'il y a de plus en plus de monde. Donc avant, on était sur la bourse à l'emploi, il y avait très peu d'indépendants qui publiaient, donc c'était en gros, tu lançais un truc et ça partait, direct. Maintenant, après il y a eu cette phase où, il y avait, la personnalité, où l'offre, suffisait plus, on a acheté, le avec. Et maintenant, il y a aussi, avec qui tu traînes, en fait, tu vois? Donc les collabs, elles sont quand même super importantes. Donc, si tu peux participer à des lives, si tu peux participer à des podcasts, si tu peux, faire des articles invités, en fait, tout ce qui est, de l'ordre de la collaboration
et moi je dis toujours: «Trouvez votre famille entrepreneuriale sur LinkedIn». Si tu veux décoller, trouve ta famille, quoi. Tu as besoin d'avoir, des business friends qui viennent te soutenir dans tes posts. Tu as besoin, d'avoir des mentors, tu as besoin d'avoir des figures inspirantes. Tu as besoin d'avoir un peu tout ça. Trouve ta famille, en fait, trouve ta famille, crée-toi un groupe avec, 5-10, ouais, une dizaine de personnes. Tu sais, c'est comme les petits trous du vélo. Tu te lances sur LinkedIn, ben, trouve-toi, 10 personnes qui sont un peu novices comme toi, et qui sont, moins novices et puis, ben, soutenez-vous, de manière un peu mécanique. C'est ce qu'on appelle les pods, en fait, hein. C'est des groupes un peu, constitués. Ça doit pas perdurer, mais c'est comme les petits trous du vélo. Tu apprends, à faire du vélo avec les petits trous. Après tu les enlèves, tu pas censé, garder tes petits trous, pendant 20 ans, quoi. Mais en tout cas, ça peut te donner un super coup de boost, pour, justement rentrer dans le game, tu vois? Après, forcément, si tes posts ils sont pourris, tu peux avoir le meilleur pote du monde que tu veux, tes posts ils seront pourris, quoi, tu vois? Donc, il y a aussi ce phénomène-là, c'est que au plus tu vas poster, au plus tu vas t'améliorer aussi. Au plus tu vas, voir ce qui fonctionne, au plus tu vas, voir les thématiques, qui intéressent. Au plus tu vas aussi, échanger avec les gens parce que LinkedIn, c'est pas qu'une plateforme où tu publies. Il faut vraiment derrière, faire le taf, d'aller, commenter, d'autres posts. Il y a le principe de réciprocité qui fonctionne encore beaucoup. Si tu veux être visible, ben, je sais pas moi, fais-toi une routine et dis-toi, pendant, tant de temps, je vais, tous les jours, je commente, 10 posts, de 10 personnalités sur LinkedIn qui ont des grosses communautés. Obligatoirement, à un moment donné, il y a, 2 ou 3 personnes, sur les 10 qui vont venir commenter ton post et du coup, c'est comme ça, en fait, que tu vas augmenter ta visibilité et que tu vas trouver ta place, tu vas trouver ta place sur LinkedIn, quoi. Mais, vraiment, voilà, le côté conversationnel, le côté, je vais d'abord, moi, aller commenter, des posts de manière assez soutenue, assez fréquente, en espérant, que les personnes viennent sur mes posts et automatiquement, à un moment donné, elles viendront, quoi. Ouais, c'est vrai que, au final, si on prend un peu de hauteur, LinkedIn, c'est un peu un jeu. Tu vois, Complètement. c'est un jeu dans lequel, bah, toi, il faut que tu sois acteur. Si tu passif, et on peut facilement tomber là-dedans de je publie, puis après, bah, je vais pas regarder forcément derrière ce qui se passe, et cetera. Et moi, le premier, tu vois, en ce moment, je suis plus dans cet état d'esprit-là. Alors qu'à l'inverse, il faudrait vraiment être, bah, ultra proactif, tu vois, aller chercher, bah, comme tu disais, les relations, les discussions, au max, tu vois, aller commenter à fond, avant de, poster et vouloir, juste, qu'on ait des commentaires et pas y répondre, et cetera. Donc, c'est vrai que c'est un game et ça fait partie du jeu. Et si on le fait pas, cette partie-là, bah, c'est-à-dire que, bah, non, tu risques pas de monter des niveaux, quoi. Non, complètement, mais si tu y réfléchis bien, au final, tous les leviers du marketing ont des règles du jeu. Je veux dire, tu fais, du cold, phoning, tu fais du cold emailing, tu sais que tu vas te prendre des portes dans la figure, c'est la règle du jeu, tu l'acceptes. Là, c'est pareil, tu sais que LinkedIn aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Il y en a qui vont dire: «Ah mais c'est pourri, ah mais c'est pas naturel, c'est pas si» ouais, bah, écoute, c'est pas grave, on va arrêter de polémiquer là-dessus, c'est juste, c'est les règles du jeu, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant quand je te dis, tu choisis, 10, personnes qui ont des belles communautés, et que tu vas interagir, tu choisis 10 personnes avec qui tu es en affinité, tu vois? Que tu lis, régulièrement parce que tu aimes leur contenu. Tu vas pas te forcer non plus, à aller, commenter des posts, auxquels tu n'adhères pas, tu vois? C'est vraiment ça, c'est qu'il y a quand même, matière à, rester toi-même, rester authentique, pas forcer le trait. Moi, quand je vois des posts qui m'intéressent pas, ben je les commente pas, tu vois? Je passe, je les commente pas. J'irai commenter demain, c'est pas le souci, quoi. Ouais, ça, faut jouer au jeu tout en étant ultra aligné avec, ce que tu as décidé en amont et avec qui tu es. Et c'est vrai que tu vas pas te forcer, tu vas jouer un jeu qui est pas le tien au final. OK, super clair. Non. Comment tu vois, toi, du coup, la stratégie un peu de contenu, notamment, bah, bah, ta singularité, donc tu l'as déterminée, tu la vois, donc ça peut être soit en faisant ce travail-là en amont, soit tu peux aussi demander à tes proches. Souvent, les gens autour de soi, peuvent,
aussi beaucoup nous aider à trouver cette singularité-là et peut-être la voix plus Mmh. que nous, on la voit même nous-mêmes. Mais une fois que tu as déterminé tout ça, c'est quoi un peu la stratégie de contenu, que tu vas mettre en place? Comment tu vas diffuser justement cette singularité aux yeux du monde? Ta singularité au niveau de ta stratégie de contenu, c'est un délicieux mélange entre, des posts qui vont parler de toi, de ta personne, et qui vont, montrer un petit peu, ce que tu portes, comment tu travailles, quelles sont tes valeurs et cetera. Donc vraiment, des posts qui parlent, de toi parce que, bah, tu as besoin de donner confiance aux gens, donc de leur montrer qui tu es pour qu'ils te connaissent mieux et quand, ils te connaissent mieux, bah, automatiquement, ça génère un lien de confiance et on n'achète qu'aux personnes, qui nous semblent sympathiques et en qui on a confiance. Donc ce volet-là, il est important, mais il faut pas faire que des posts comme ça, en post selfie en disant, voilà ce qui m'est arrivé dans la vie, quoi. Après tu as un contenu, un deuxième volet de contenu où là tu vas vraiment, parler, des points de douleur de tes cibles. C'est pour ça que c'est, important, de bien, pouvoir les définir en amont, de te limiter à, on va dire, 3, 4, allez jusqu'à 5 maxi thématiques. Si tu en as trop après, ton message il est dilué. On se dit: «Mais mince, elle fait quoi elle? Elle fait ci, elle fait ça», c'est pas très clair. Si au plus tu te choisis, des thématiques bien précises par rapport aux points de douleur, que tu résous, au plus en fait, tu as un peu niché et on t'identifie sur cette thématique-là et c'est ça le but. C'est qu'on se dise: «Ah mince, moi j'ai un problème de Google Ads», automatiquement, «Ah mais tiens, je pense à lui parce que, je lis ses posts, et je sais que lui c'est un expert». Tu vois ce qu'il publie, c'est hyper généreux, ses posts, c'est des masterclass. Forcément, quand tu as un besoin en termes de Google Ads, c'est lui que tu vas aller voir, quoi. Donc c'est vraiment ça, c'est publier du contenu, par rapport aux problèmes qu'on résout, pour devenir en fait, ce qu'on dit le top of mind, hein, le fait que les gens pensent à toi quand ils ont, cette problématique-là. Puis après, tu as, une troisième catégorie où là, tu vas être, vraiment dans l'actionnable. Donc ça va être tout ce qui est les tutos, tout ce qui est, l'envers du décor au niveau de ton business, tout ce qui est, les cas clients aussi, où tu permets en fait, à ton client ou à ton prospect idéal de se projeter dans ton accompagnement, où il se rend compte de comment ça se passe et puis aussi, où il peut voir, sa marge de progression en fait, où tu vas l'amener. OK, moi aujourd'hui, je me reconnais, quand elle parle de ça, j'ai l'impression qu'elle parle de moi et derrière tu dis: «Ah mais c'est exactement ce qu'il me faudrait en fait. Moi c'est là que je veux aller quoi, et la manière dont elle m'y amène, c'est exactement ce que je recherche». Donc voilà, c'est, vraiment faut pas, hésiter à être très, pratico-pratique, à démontrer, à faire des tutos, à expliquer des cas clients, à publier, à partager, des avis clients aussi. Tu vois? Pour être, si tu as des outils, qui peuvent t'aider, à accompagner les personnes, ben, voilà, tu peux faire un petit loom, en montrant, une partie, de cet outil, pour voir comment ça peut se faire, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'ai bien aimé, tu vois, ce que tu as dit, le projeter la personne dans l'accompagnement, comprendre ce que tu fais et là où est-ce qu'elle doit aller et comment toi tu peux l'amener en gros là-bas. Donc ça, je trouve ça trop trop clair. Génial. Bah, en soi, tu nous as donné pas mal de billes justement pour trouver cette belle singularité et la communiquer. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent? Alors le dernier conseil d'amis, en fait, c'est que là, on a beaucoup parlé, en fait, de fond et après il y a aussi la forme et donc cette forme-là, dès que tu peux, hein, dès que tu as commencé à avoir des premiers clients, investis, dans un bon, graphiste pour pouvoir te créer ton univers graphique. Ton univers graphique, il est, quasiment, aussi important, que ce que tu vas dire, en fait. C'est comme ça que tu vas être reconnaissable. Après, je sais que quand on débute, des fois, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, essaye voilà, dès que tu as les moyens, investis vraiment, dans ton univers graphique. Ça va te permettre de faire la différence avec les autres et de devenir aussi, mémorable.
Yes, ça c'est trop bien. Nous, on est en train de mettre ça en place, créer des carousels types. Nous, on a un grand Figma là que Marilou est en train de mettre en place, où bah, on aura tous nos contenus types. En termes de design, de forme, on a fait appel à des graphistes. Et du coup, ça te permet de ne pas perdre de temps là-dessus, de le mettre de manière systématique, et après d'avoir vraiment un univers à toi que tu peux partager. Donc ouais, je vois très bien ce Mmh, que tu veux dire. Et pas hésiter à faire exactement. appel à quelqu'un d'autre. T'as raison. Oui, Parce que quand on le mais fait soi-même, au c'est pas début, forcément. on bidouille tous, sur Canva, Ouais, au début, il faut bidouiller sur Canva, ouais, mais clairement. c'est là qu'on se rend compte que graphiste, c'est un vrai métier. C'est ça. Génial. Bah, merci à toi, Hélène. C'était trop bien. Je te dis à très Bah, vite merci à toi, et prends soin Alexis. de toi. Oui, toi aussi. Salut. Ciao. Salut, bye bye. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.